Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. La normalité, ça commence avec un piège qui réside dans les deux sens du mot normal. Le premier sens du mot normal, c'est un sens qui est purement normatif. Est normal ce qui est bon, ce qui est juste, ce qu'il faut. Nous sommes là avec un jugement de valeur. Mais il y a un deuxième sens qui, lui, n'est pas du tout normatif, qui est descriptif. La moyenne observable, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est de la normalité descriptive. Mais quand je dis il faut que tu sois courageux face au danger, c'est normal que tu fasses preuve de courage face au danger, c'est normal. Là, je mets la barre un peu plus haute, c'est exactement l'opposé. Et ça devient une valeur en soi, la normalité de l'action qui rejoint la moralité. André Lalande nous dit, voilà, nous avons les deux sens du mot normal. La normalité valeur, il faut, et la normalité fait. C'est comme ça que ça se passe en moyenne. Bon, il faudrait réserver à la normalité la description. C'est normal, c'est observable en moyenne. Mais les gens, quand ils utilisent le mot normal, ils utilisent le premier sens qui est la valeur. C'est comme ça que ça doit être. C'est tellement dangereux de dire que la moyenne observable du troupeau est ce qu'il faut. Confondre ces deux sens, c'est un véritable danger, je dirais, conformiste, si on veut faire moins fort, totalitaire, un danger de gestion. Soit normal, c'est-à-dire soit conforme à la moyenne des gens, et c'est ça le bien, faire résider le bien, le juste, dans la moyenne, c'est-à-dire dans la médiocrité. La société d'aujourd'hui, on pourrait presque la qualifier comme cette confusion entre moyenne constatable et idéal d'être dans cette moyenne constatable. Lorsque Hollande dit qu'il veut être un président normal, à quel sens se réfère-t-il ? Évidemment aux deux. Parce qu'il veut être normal au sens où il n'aura pas les excentricités d'un DSK ou d'un Nicolas Sarkozy. Mais en disant je vais être normal, c'est-à-dire exceptionnel, c'est comme ça qu'il a défini être normal, sortir du lot, il définit ça comme étant dans le juste, dans le bon, être un très bon président. Donc c'est pas simplement un président non excentrique, c'est un président comme il faut que la France ait, un président idéal. Comment on a pu glisser du sens de moyenne observable au sens de normativité ? Il dit, ça nous vient sûrement de deux choses. D'abord, de la langue médicale. Parce que dans la langue médicale, l'état normal, c'est-à-dire l'état habituel, normalité au sens de moyenne, l'état habituel des organes ou l'état habituel de l'esprit, quand on parle de quelqu'un des anormaux, c'est justement le but idéal de la médecine, de maintenir l'individu dans un état normal. Un état statistiquement observable, où tout fonctionne à peu près correctement. Et il rajoute, mais comme le rétablissement de cet état habituel est l'objet ordinaire thérapeutique, il en vient à être considéré comme un idéal. Et là, on passe de l'un à l'autre. Langue médicale. Alors évidemment, on sait très bien que des firmes pharmaceutiques en jouent, que la publicité en joue, que tout le monde de consommation aujourd'hui utilise exactement ce que fait Hollande, c'est-à-dire la confusion entre les deux états de normalité, entre les deux normalités. Ton fils est trop turbulent par rapport à la normale. Ils ont évidemment créé les entités nosographiques qui permettent de classer tout d'un coup et donc d'avoir de l'anormalité alors qu'avant c'était jugé comme normal, mais turbulent, mais un peu agité. On crée l'hyperactivité et ça va comme par miracle avec un produit qu'on lance sur le marché qui consiste à réguler l'hyperactivité parce qu'il faut médicaliser pour redevenir normal. Mais là, c'est médical. Pourquoi c'est médical ? Parce que la médecine, nous dit Lalande, joue sur les deux mots. Être normal, c'est être en bonne santé et c'est la moyenne observable. Soit dans la moyenne observable, c'est ton idéal. Comme source de cette confusion, il parle de cette phrase que ce que nous disons peut-être, tout le monde le fait. Ce piège de la normalité, on le voit dans cette introduction, finalement consiste à prescrire la médiocrité. Médiocrité au sens, non pas de juste milieu, ce fameux mésotès d'Aristote, ni être dans l'excès, ni être dans le défaut. Mais la médiocrité, ce n'est pas ça, tel que je l'entends. La médiocrité, c'est vouloir atteindre la normalité.
Or, il n'y a pas de juste milieu dans la normalité. Il n'y a que du milieu, il n'y a que de la moyenne. Dans l'Allemagne nazie, il y a le juste milieu par rapport à la morale qui reste une règle absolue, ne pas être dans les débordements de la barbarie naissante. Mais la médiocrité, ce n'est pas ça, c'est de faire comme tout le monde. Et là, on peut aller vers le pire. Car il n'y a aucun repère extérieur à la médiocrité. Lorsque je fais, non pas de la morale une quête de juste milieu, mais une quête de médiocrité, je fais de la morale une sorte d'appel au conformisme absolu. Et le conformisme, c'est une forme qui peut évoluer dans les pires cercles. C'est la forme du troupeau, et tant que je suis dans le troupeau, j'ai raison. C'est ça la médiocrité. Quelles que soient les exactions auxquelles se livre le troupeau. Es ist normal, nur weil alles tun. 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 Was ist normal und was ist verrückt? Was ist normal und was ist verrückt? Was ist normal? Was ist verrückt? Bin ich normal? Bin ich verrückt? Okay, dann lass mich der. Alors, évidemment, il a écrit Canguilhem, le normal et le pathologique, un peu la référence. Voilà ce qu'il nous dit. Le vocabulaire de Lalande expose qu'une confusion d'étymologie a aidé à ce rapprochement, et lui il parle d'anomalie et d'anormal. Anomalie vient du grec anomalia, qui signifie inégalité, aspérité. Omalos désigne en grec ce qui est uni, égal, lisse. L'anomalie, c'est ce qui va être rugueux, c'est ce qui va être irrégulier. On s'est souvent mépris sur l'étymologie du terme anomalie en le dérivant non pas de homalos, la véritable étymologie, mais de nomos, qui signifie loi. Or, la loi en grec est très proche d'un mot latin, norma, et le nomos grec et le norma latin ont des sens voisins, loi et règle tendent à se confondre. Ainsi, en toute rigueur sémantique, normalement, anomalie désigne un fait, c'est irrégulier, alors que anormal implique une référence à une valeur qui sort de la règle étant une règle morale. Évidemment, c'est un terme appréciatif, un terme normatif. C'est anormal, ça doit le devenir. Anormal est devenu un concept descriptif. Tiens, c'est anormal, c'est bizarre. D'accord ? Et anomalie est devenu un concept normatif. C'est ça le piège de la normalité. Ce qui est irrégulier doit devenir régulier. On sort de la description et on va dans le il faut, on va dans la règle. Et là, c'est une erreur d'étymologie. Formidable. Comment l'origine du piège de la normalité vient d'une mauvaise compréhension de l'origine des termes. Mais alors, on va tomber Mais oui, du 15e étage? c'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. Dans cette normalité qui nous prescrit la médiocrité, la moyenne observable dans le troupeau, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que nous souffrons d'une normalité bien trop normative, très très peu descriptive. Et à tel point que des psychanalystes et des intellectuels ont formé un mot extraordinaire, le mot de normopathie. Et qu'est-ce que la normopathie? Vous pouvez le déduire très simplement, c'est la maladie de l'homme normal, c'est la souffrance de trop de normalité, une normalité bien sûr, je dirais valeur morale, idéale, qu'on essaye d'atteindre, une sorte de conformisme excessif, une sorte de suradaptation aux règles, suradaptation au comportement observable, suradaptation aux normes sociales, et évidemment ce qui nous empêche d'exprimer notre singularité. Et au bout du compte, la subjectivité véritable et créatrice est avalée pour une image que l'on donne, une image de normalité. C'est Joyce McDougall, la psychanalyste qui, assez révolutionnaire, a commencé à parler de normopathie, à essayer de voir chez les anormaux, les schizophrènes, les addicts au dernier stade, en quoi leur inconscient peut avoir une part de créativité. Et alors cette psychanalyste a écrit en 1978 un plaidoyer pour une certaine anormalité, où elle montre finalement la pathologie de la norme. Ce n'est pas la suradaptation à la réalité, c'est la suradaptation à la normalité, c'est-à-dire quelque chose qui justement n'est pas réel. Ça rejoint le concept japonais du futsu, où c'est justement la normalité au sens de banalité, au sens de rien ne doit sortir des clous. C'est véritablement une honte sociale que d'afficher quelque chose d'excentrique qui sort du conformisme ambiant.
On peut se relâcher dans la famille, c'est le jardin où on peut relâcher notre normalité de façade uniforme, dans tous les sens du terme. Mais le futsu, c'est cette norme absolue qui secrète plus que de la honte lorsqu'elle est dépassée, transgressée, qui secrète de l'incompréhension. Comment cela est possible et comment l'individu peut rester sain d'esprit et se permettre des transgressions du futsu, de cette normalité, banalité observable. On a affaire à une société de normopathes, nous le sommes aussi, je vous le rassure, peut-être pas à la sauce japonaise, mais nous le sommes en partie. Mais nous avons affaire à une société normopathe qui va, par des excès, essayer de retrouver une bouffée d'air, une transgression, quelque chose de vivant. Et ça donne certaines formes d'excentricité. La normalité comme impératif de maintien de soi, de devoir-être, fait que les marges sont valorisées. Plus je dois être futsu dans la vie de tous les jours, plus je m'accorde des espaces de transgression absolue, et on peut le voir à tous les niveaux, où tout ce qui est éclatement de la normalité par la marge, par la violence, on va dire plus simplement par les extrêmes, existe. La normalité, quand elle devient normopathie, induit des réactions extrêmes, anormalisantes au possible. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made. J'aimerais commencer par une fable que vous connaissez tous, c'est la fable du vilain petit canard. C'est une fable initiatique. Mais profondément, le petit canard ne fait rien pour son initiation. Alors d'abord, il se fait rejeter par ses frères et sœurs, soi-disant. Au contraire, la mère essaie de l'aider, elle lui trouve des excuses, et c'est parce qu'il est rejeté par ses frères et sœurs que justement il doit aller parcourir le monde, alors que la mère voulait l'introduire au monde. On a justement un chien féroce, un chien chasseur, qui s'amène près du petit canard, vilain petit canard, qui le regarde et qui s'en va. Parce que les signes ne sont pas au programme. Et lui, il juge, évidemment, je suis tellement laid que même les chiens de chasseurs ne veulent pas de moi. C'est une réflexion sur l'auto-estime. Quand l'auto-estime est brisée, et c'est une quête de reconstruire son auto-estime. Mais encore une fois, il n'arrive pas. Il n'y a pas du tout de palier narratif pour construire son auto-estime. La résilience, elle apparaît juste à la fin. Il n'y a aucun progrès. Il s'enfonce dans une dépression qui ne peut aller que vers le suicide. Et d'ailleurs, à la fin de la pièce, il veut se suicider. Il voit des grands signes magnifiques au loin. Lui, qui est la laideur extrême, selon lui, se dirige, après avoir erré pendant des semaines, se dirige vers les signes en disant « Évidemment, ils vont me tuer parce que c'est la beauté absolue et que je suis la laideur absolue. » Ce choc des valeurs esthétiques fait que les signes vont me tuer. Mais je préfère mourir sous les coups des signes, qui représentent la beauté et qui sont un symbole du poète. Les signes sont toujours des symboles du poète au XIXe siècle, plutôt que sous les coups de bec des canards qui me rejettent. Et donc il va vers les signes en penchant la tête, parce qu'il a honte de son visage, il a honte de ce qu'il est. Et en baissant la tête, il se regarde dans l'eau. Et la stupeur, il est devenu un magnifique cygne blanc. Il ne s'en était pas rendu compte. Regardez comme on est dans l'anti-narcissisme. Il se regarde dans l'eau non pas pour se mirer et se perdre dans la flaque d'eau, comme Narcisse. Il se regarde dans l'eau parce qu'il a honte de lui. C'est par mégarde. C'est une sorte de crise anti-narcissique. Voilà sa rédemption. Et là, tout d'un coup, il découvre que son anormalité devient quelque chose qui dépasse toute norme possible. La beauté absolue, incarnée par le cygne. Et la deuxième clé de lecture de cette pièce, c'est que Andersen venait d'un échec cuisant. Sa pièce de théâtre avait fait un fiasco total, elle avait été sifflée à la première représentation, et c'est là qu'il décide d'écrire. C'est ça qui est très intéressant, d'écouter la biographie pour comprendre la portée d'une œuvre. C'est là qu'il décide d'écrire Le vilain petit canard. Et lui-même, venant d'une famille petite bourgeoise, lui-même étant efféminé, des tendances homosexuelles qui se lisent dans sa correspondance, se sent rejeté par son milieu, et toute sa pièce consiste à dire « Tu dois trouver, toi artiste, toi génie incompris, tu dois trouver le milieu qui va t'accepter. » Et voilà le fruit de la quête. Change, n'hésite pas à sacrifier ton milieu d'origine et trouver un milieu adapté. C'est très important de concevoir la normalité par rapport au milieu. On a affaire à cette magnifique parabole. Nous sommes tous des signaux qui s'ignorent. Et il faut tout de suite concevoir l'idée, premièrement, d'accepter son anormalité ici pour trouver une normalité ailleurs. Et deuxième règle, cette quête
de ma normalité, ce sera la quête de notre parcours, est une quête qui nous donne au final plus d'amour et plus de dignité. C'est-à-dire que le petit canard devenu cygne trouve la majesté, trouve la dignité absolue. Alors que quelqu'un qui reste dans la normalité ne pourra jamais trouver cette extase de dignité. Cette extase, je dirais, d'une normalité qui peut être créatrice puisque conjuguée avec la poésie et conjuguée avec la beauté. Voilà comment écrit Andersen. Il nous raconte comment le cygne est heureux d'avoir enfin trouvé sa famille et de savoir qu'il fait partie intégrante de cette famille. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Ça, c'est extraordinaire. Le bonheur n'est pas du tout à opposer aux souffrances. Au contraire, c'est quelque chose d'actif qui englobe la souffrance. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. On a affaire à une quête de normalisation qui aboutit à une normalité supérieure. Évidemment, ce conte résonne avec notre époque où notre devenir cygne est mis en péril. Il y a très très peu, je dirais, d'individus qui remettent en question, et c'est pour ça que je pense que la philosophie est à la mode, au sens le plus populaire du terme, parce qu'on sent bien que dans la philosophie, à tort ou à raison, il y a quand même une quête de devenir cygne, de transformation de soi avec un milieu autre, de sortir des idées reçues, des préjugés, et aussi de sortir de la sociabilité. Très important de peser ces deux choses. Sortir des préjugés par l'activité philosophique, c'est sortir d'une normalité qui ne serait pas interrogée. Qui ne serait pas interrogée, qui ne serait pas critiquée, et donc qui ne serait intransgressable. Préjugés à dépasser, mais aussi sociabilité à dépasser au sens de normativité des comportements mondains, ou quel que soit votre milieu. Dans le milieu de l'art, il y a une sociabilité, où le génie n'a peut-être pas sa place, où la transgression et le côté pirate n'a pas sa place. Sortir, transgresser la sociabilité ambiante, qui est en fait une forme de pression sociale à la normalisation. I can't take a broken heart, so this'll be deep breath, stay calm, try and hide those sweaty palms. I can't get no satisfaction, I've got an itch, I can't stop scratching. C'est évidemment Tocqueville, de la démocratie en Amérique, que je vous invite à lire, qui vraiment commence à comprendre que la normalité dans son double piège de normalisation obligatoire et de moyenne observable du troupeau comprend un piège redoutable qui ne peut pas, dans une forme de gouvernement ou d'État, qui ne peut pas se satisfaire des mots de tyrannie et de despotisme. Ces mots sont has-been, sont complètement dépassés, il faut inventer un autre mot pour définir cet état de normalisation obligatoire. Je le cite. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude réglée, douce et paisible, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Nous avons affaire à une sorte de servitude douce, réglée, paisible, vous allez voir que la normalité n'est pas loin, qui pourrait très bien s'établir avec la souveraineté du peuple et le consentement du peuple. Tocqueville définit la démocratie, contrairement au régime féodal, avec 3 traits. Le premier trait, c'est l'égalité sociale. Le deuxième trait, c'est évidemment l'uniformisation des modes de vie. Si on sacrifie la liberté sur l'autel de l'égalité, nous avons des vies qui vont vers l'uniformisation. Et le troisième trait, et surtout ce troisième trait-là, signifie démocratie pour Tocqueville, l'amour des biens matériels. Je cite Tocqueville. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social est démocratique méprisent naturellement la liberté. Ils ont au contraire un goût instinctif pour elle. Ils vont tous être libres. Et dès qu'on se sent un peu piégé ou manipulé, quelque chose en nous se révolte, se hérisse. Mais la liberté n'est pas l'objet principal de leur désir. Ce qu'ils aiment d'un amour éternel, c'est l'égalité. Et donc, nous allons essayer de réfléchir à une normalité qui ne serait pas le sacrifice de la liberté au nom de l'égalité. Une normalité libre. Mais vous voyez que le grand concept qui s'esquisse à l'aune de la normalité, c'est la liberté. Est-elle en péril avec cette normalité normalisante? Alors, passion de l'égalité pour Tocqueville induit une atomisation de la société. Et on a affaire à un pouvoir inquiétant qu'on pourrait appeler l'oppression bureaucratique, un pouvoir super gestionnaire,
qui se charge de nos vies, de la normalisation de nos vies. Et dans ces sociétés nouvelles, ce pouvoir est extrêmement effrayant pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'impose à des êtres qui sont devenus insignifiants, puisque, voulant rechercher des biens matériels, nous n'avons pas du tout des âmes singulières, nous n'avons pas du tout une créativité dans ce peuple. Nous avons au contraire une uniformisation. Et le deuxième problème, c'est que ce pouvoir est impersonnel. Il n'est plus incarné par la figure du tyran. Il est totalement combinable avec la volonté populaire. Aucun corps intermédiaire ne vient s'insérer entre les individus et ce pouvoir impersonnel. Je cite Tocqueville, « Au-delà du peuple, on n'aperçoit plus que des individus égaux confondus dans une masse commune. » Ils ne croient plus du tout à la sphère politique, ils sont totalement enfermés dans leur sphère privée. Chacun recherche isolément la prospérité, tout est là, et sa condition nécessaire, condition de la prospérité isolée, c'est l'ordre, c'est la sécurité, c'est le maintien du bon ordre, le maintien de la normalité. L'ordre au mépris du bien commun. Voilà comment, en 1840, Tocqueville analyse le danger qui pèse sur la démocratie. Sacrifier le bien commun sur l'autel de l'ordre. Il n'est pas besoin d'arracher à de tels citoyens les droits qu'ils possèdent, pas besoin de coercition physique. Il les laisse volontiers échapper eux-mêmes. C'est ça la médiocrité. Vouloir qu'on prenne en charge notre vie pour se conformer à la normalité visée comme un idéal. Pour Montesquieu, un ordre et du calme dans un État est le signe que la liberté a totalement disparu. L'ordre et le calme ne sont pas du tout vus comme des choses, comme pour les Grecs, des choses idéales. Au contraire, signe de dégénérescence interne, la pacification des mœurs. Au bout du compte, ces gens sont prêts à accueillir n'importe quel tyran, pourvu qu'ils garantissent le bon ordre, fruit de leur prospérité matérielle. La normalité dans son rôle le plus despotique, on pourrait presque appeler ce nouveau système un système de normalisation. J'appelle ça le contrôlat. C'est presque le nom d'un système, le califat, pour parler du système régi par les califes, le contrôlat, le système régi par le contrôle qui impose le contrôle. Et là, la nouvelle dialectique dans laquelle on va devoir s'immiscer grâce à Tocqueville, c'est la notion de normalité et de contrôle. Société de contrôle, qui a été critiquée par Foucault, par Deleuze. On va trouver une voie, j'espère, originale. Mais ça a été critiqué, il y a très très peu d'écho aujourd'hui intellectuellement. Le contrôlat, la mise en contrôle des gens, des vies volontaires, mise en contrôle volontaire, donc pas besoin de despotisme ni de tyrannie, pour que nous jouissions tous petitement. Et alors, on confond au bout du compte la paix publique, la vraie paix publique qui permet la convivialité, qui permet la communauté, la co-créativité, avec l'ordre sécuritaire. Évidemment, cette normalité n'a qu'une seule peur, c'est l'anarchie. Elle doit garantir le bon ordre. Tout ce qui peut être un tant soit peu bouillonnant, créatif, hors norme, en transformation, tout ça est figé dans une sorte de perspective conservatrice à l'extrême, réactionnaire à l'extrême. Je résume la pensée de Tocqueville. Nous avons premièrement un souci de l'égalité. Ce souci de l'égalité entraîne une recherche quasi exclusive des biens matériels. Cette recherche de tout à chacun des biens matériels entraîne une atomisation de la société. Les corps collectifs disparaissent et c'est un peu la guerre de tous contre tous, une compétition qui sacrifie la vie publique, la vie politique pour la sphère privée. Ce qui signifie pas de contre-pouvoir et ce qui signifie un pouvoir impersonnel. Au niveau de la structure même du système, le contrôlat demeure. Donc un pouvoir impersonnel qui organise la société dans ses moindres détails, qui amollit les esprits, ça va avec, qui réprime les énergies, démoralisation, notamment en France, on voit ça, démoralisation complète, qui se traduit par des taux de suicide et une consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, des indicateurs objectifs pour cerner le mal-être d'un pays, et qui inhibe toute volonté d'indépendance, qui inhibe toute volonté d'originalité, toute sortie truculente, pirate, alternative de cette normalité despotique. Les hommes modernes, nous dit Tocqueville, ne rencontrent pas dans leur chef des tyrans, mais plutôt des tuteurs. C'est le règne des professeurs. Des professeurs, des jurys de télé-réalité, de ceux qui savent, des experts. Les professeurs qui doivent éduquer le peuple dans le bon ordre pour sa normalisation. À toutes les pensées, toutes les forces qui induisent la normalité comme étant le devoir-être. Des solutions. La première solution pour Tocqueville, c'est l'auto-organisation. Ce qu'on pourrait appeler
le système associatif aujourd'hui qui est véritablement à réinventer dans une forme de radicalisation. On ne peut plus se contenter d'un système associatif qui se charge simplement de combler cette séparation monstrueuse du travail et du loisir, de combler le temps libre. Il faut déjà essayer de remodeler cette soudure infâme qui permet cette normalisation entre le travail et le loisir, construction absolument théorique, on ne vit jamais les choses comme ça. Des ouvriers heureux, ça existait. Pier Paolo Pasolini nous parlait de l'amour de l'ouvrier pour ses objets, de la dignité qu'il y avait à travailler des objets, à créer un monde. Donc il ne s'agit pas d'une vision élitiste. Simplement cet amour-là s'est transformé dans la honte. La normalisation a fait son œuvre. Mais surtout, au-delà de l'association, de l'associatif, de l'auto-organisation, qui peut d'ailleurs prendre des formes très anarchiques et très anarchistes, cette auto-organisation qui réduit les risques bureaucratiques. Il parle de la décentralisation. On pourrait très bien penser la normalité comme un pouvoir centralisateur existentiel. La normalité étant ce centre inatteignable, mais vers laquelle tous les appétits convergent, toutes les volontés. Je dois toujours être de plus en plus normal. Solution pour Tocqueville, la décentralisation et l'auto-organisation. Voilà ce que dit Pasolini dans sa pièce de théâtre Le Petit Poisson, 57. Il faut être comme les autres. Il critique, bien sûr, c'est la pensée bourgeoise, il appelle ça l'idéologie, c'est pas une question de statut, c'est pas du tout la lutte des classes, c'est l'idéologie normalisatrice bourgeoise. Il faut être comme les autres, appartenir à la catégorie normale. C'est pas beau ça? Appartenir à la catégorie normale, sinon malheur. Quel péché épouvantable de sortir de la norme. Le défi que ce crétin d'être humain se lance à la naissance est de ne pas commettre le scandale. Parce que celui qui commet le scandale fait la nique à tous les autres, en révélant que dans l'homme, dans tous les hommes, existe une possibilité de scandale. Donc c'est pas faire le scandale parce que vous allez transgresser quelque chose. Ça, c'est pas grave, ça sera récupéré par la normalité. C'est faire le scandale parce qu'en faisant le scandale, vous enseignez à tous les hommes qu'ils ont une capacité scandaleuse en eux. Vous les éduquez à la possibilité éventuelle de commettre le scandale. Le scandale comme ce qu'il va évidemment être anormal, anormalisant et contagieux. On parle du scandale, ça buzz, on dirait aujourd'hui, le scandale. C'est ce que Henri Lefebvre appelle le prouvisme. J'aime beaucoup cette philosophie qu'il esquisse quand il est jeune. Le sport philosophique qui consiste à se forcer à commettre le scandale, c'est un des inspirateurs du situationnisme, fait en sorte de toujours t'entraîner, c'est du sport. Vole, commets des vols. Bien sûr, après tu rends l'argent à celui que t'as volé, c'est juste un entraînement, il ne s'agit pas de voler pour voler. Mais habitue-toi à voler, travaille ça. Travaille tout ce qui va transgresser. Entraîne-toi à être un être transgressif. Ce sont des individus intellectuels qui disent « faisons en sorte que ça ne réapparaîtrait plus », c'est cette civilisation qui a commis la barbarie, et pour ça il faut que le peuple puisse désobéir, se dénormaliser sur commande. Le grand problème du peuple allemand des années 30, c'est que cette normalité nouvelle qui engageait tout le troupeau a très très peu été clashée. Il y avait un conformisme, hélas, qu'on retrouve encore dans beaucoup de sociétés. Le rappeur doit être un rappeur. La vraie transgression, c'est un rappeur anormal, un rappeur qui se met à s'intéresser à des choses qui ne doivent pas concerner les rappeurs. Et ça, c'est transgressif. Mais là, on a beaucoup de mal encore. Alors, voilà, on a affaire à cette critique, à cet hymne au scandale qui va déclencher la possibilité de scandale chez les autres. Le prouvisme, c'est cet entraînement-là. Transgresse tes interdits parce que tes interdits sont des conditionnements intérieurs. Tu ne vas pas réveiller les gens parce que tu les transgresses, tu n'es pas un professeur. Tu vas leur montrer que c'est possible. Et ça peut passer par les mots, la parole. On a affaire aussi à une anormalité voulue par la normalité. L'anormalité est tellement puissante qu'elle est capable de créer des marges qui miment un semblant de liberté et de révolte. C'est ce que je décris dans La cerise sur le béton, lorsque je dis que la banlieue, que j'appelle l'aphélie, c'est le point de l'orbite d'une planète qui est le plus éloigné du Soleil,
La banlieue, c'est l'aphélie, plus éloignée du pouvoir, les banlieusards, les aphéliens de la République. Eh bien, je dis que l'aphélie est totalement nécessaire au système, dans la mesure où le spectacle de jeunes casseurs, le spectacle de cette violence à la marge, nous convainc encore plus d'être normaux et d'accepter la normalité qu'on nous vend. Et Joe Starr le dit très bien dans un magnifique texte philosophique qui s'appelle « Prisonnier du passé ». C'est un texte de 1993. De l'épopée adolescente, où l'innocence est une douce pente, pente qui nous mène tout droit vers les débuts de la tourmente, qui au fil du temps va en grandissant vers un avenir, vers un futur mirobolant, lent, lentement, suivant les dessins ou les plans qu'avec acharnement, partant d'un bon sentiment, ont tenté de tracer mes aînés, mes parents. De leur passé, de leur désir, je n'ai pu être exempt. Donc me voilà dans un monde peuplé de têtes sceptiques, les normaux. Me voilà dans la mare, au canard, me voilà dans la mare, catapulté comme une brique. La multitude de ses visages, cramoisis par la méfiance. Il décrit les normaux qui jugent l'anormal qu'il était parce qu'il est simplement né dans la banlieue et qu'on attend de lui un rôle normal, c'est d'être anormal. On attend de lui d'être dans la marge. On attend de lui à ce qu'il soit le lascar qu'il doit devenir. Et donc il montre la pression sociale de la normalité pour créer une anormalité contrôlée, médiatisée, et donc qui va renforcer la normalité des citoyens. Le refrain, c'est « Prisonniers du passé, leurs espoirs ont échoué dans les limbes du passé. Destitués de nous-mêmes pour assouvir un système, est-ce ceci, oui, c'est cela qu'on entrevoit en nous jetant dans l'arène, en nous mettant même cette innocence souveraine, l'enfance, considérée comme une attitude malsaine, mais pourtant malséant est celui qui ne comprend et ne prend pas le temps de voir grandir ses enfants. Innocent, j'étais déjà pour eux coupable à 16 ans. L'opinion sur le blâmable sont les produits de causes multiples toujours trop contestables. Tantôt les préjugés, mais aussi la sociabilité, qui sont les mamelles grâce auxquelles ont été fondés un système dont les fondations vampirisent nos opinions par la soumission, sans prêter aucune attention à la marche du temps, au progrès toujours croissant, en tout point effrayant pour nos futurs enfants. Mais la marche des affaires humaines, en tout point de vue, en tout domaine, m'amène à dénoncer l'anomalie du système, grave est le dilemme, qui me prend comme la gangrène et m'entraîne implicitement vers toutes sortes de haine. Dès lors, poussé sans sursis au suicide social, coupé sans préavis de mon cordon ombilical, prenons la vie comme une rivale, comme une chance minimale. C'est létal, ou plutôt l'anomale spirale de l'épopée adolescente où l'innocence... Et c'est le premier rap qui tourne en boucle. Parce que la fin du rap, c'est le début du rap. On est dans la spirale. Coupé sans préavis de mon cordon ombilical, prenons la vie comme une rivale, comme une chance minimale. C'est létal, c'est-à-dire immobile, stationnaire, ou plutôt l'anomale spirale. La spirale qui a des irrégularités. Mais une spirale qui nous entraîne quand même dans ce rôle que la société veut que l'on joue. Spirale de l'épopée adolescente où l'innocence est une douce pente qui nous mène tout droit vers les débuts de la tourmente, etc. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Donc, dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? On est dans le rap, on va y rester avec la figure étourdissante de Nicki Minaj, que vous connaissez peut-être. Nicki Minaj pousse la normalisation jusqu'à son point d'excentricité extrême. Je pense que c'est totalement involontaire. Je la vois plutôt comme le produit d'un système de normalisation qui cherche, par le verbe, par le rap, par le corps, c'est ça qui m'intéresse dans le rap, c'est le corps est toujours présent. Dans le clip qui s'appelle Monster, monstre, donc tout sauf la normalité, on voit que normalité, telle qu'on l'entend, idéal de vie, et monstruosité vont ensemble. Selon une schizophrénie, elle se dédouble dans ce rap. En 2010, elle a écrit ça en allant à Hawaï, là où vous allez tourner le clip. Je pense aussi qu'Hawaï a des réminiscences vaudou. Et le fait que le clip soit tourné à Hawaï, quand vous regardez le clip, et que vous regardez surtout Nicki Minaj faire ce monument du rap, hein, ça a été validé par tous les rappeurs comme étant un monument, 32 mesures non-stop, et qui sont absolument magistrales. Elle intervient dans un morceau de Kanye West, elle se dédouble entre une bimbo Barbie, qui prend une voix suave, c'est l'individu devenu mannequin en plastique. D'ailleurs dans le clip, il y a des mannequins avec des têtes arrachées, donc il y a un mélange de l'univers gore et de l'univers horrifique des films d'horreur,
avec le mannequin, l'homme plastique, le clone. Ils ont tous des têtes arrachées avec du sang qui coule, donc le mannequin était donc vivant, ce qui est absolument effrayant. Et le vaudou, pourquoi? Parce qu'il y a cette idée du zombie, et Hawaï résonne avec ça aussi, c'est-à-dire un individu purement extérieur dont on a sucé le cerveau. Où le cerveau, par toute une méthode, est réduit à néant. Et elle dit d'ailleurs, elle commence sa tirade en disant « D'abord, je suce ton cerveau. Et ensuite, je m'achète des dents en or et je parle avec des dents en or. » Et là, vous avez cette normalisation. Là, c'est Kanye West. « I'm living the future, so the present is my past. » Je vis dans le futur, donc mon présent et mon passé. « My presence is a present. » Ma présence est un cadeau. « Kiss my ass. » Je vous passe la traduction. Nicki Minaj qui se met donc à dire « And I'm all up in the bank with the funny face ». Elle joue sur le mot fake qui revient tout le temps. Est-ce qu'elle est fake ou pas? Et est-ce qu'elle a raison d'être fake? Mais c'est faux aussi au sens de refait, le visage refait des stars que l'on connaît aujourd'hui, qui figent l'expressivité de leur visage. Au nom d'une norme normalisante, transforment la chair de leur visage en muscle. Très simplement. Muscle comme absence d'absorption de la chair. C'est un dilemme qu'elle se pose. Est-ce que je suis fake? Mais quelque part, je ne suis pas fake parce que je suis riche. L'argent vient me réhabiliter dans le monde humain alors que j'atteins le point paroxystique du fake. Ça rejoint la thèse de Deleuze, l'anti-Oedipe. On a cette critique de la société capitaliste comme créant des monstres normaux, une monstruosité normale. Et donc, nous avons l'autre figure antithétique de la bimbo Barbie, qui est la vampire. Celle qui est monstrueuse, qui fait peur. Regardez le nombre de séries américaines sur les vampires et vous verrez qu'on a affaire à une sorte de concept populaire fascinant qui est aussi aujourd'hui totalement normalisé. Et la bimbo parle à la vampire, c'est la même personne qui parle, c'est elle qui se dédouble dans le clip. Donc I'm all up in the bank with the funny face, and if I'm fake, I ain't notice cause my money ain't. Donc je débarque dans la banque avec mon visage refait, mais aussi mon rictus de vampire. On a à la fois le visage fake, donc travaillé par la chirurgie esthétique pour correspondre au canot de la normalité, et à la fois le vampire, le monstre qui déborde, et d'ailleurs elle a ce regard qui revient dans le clip souvent, un regard de rigidité. Et si je suis fake, je le remarque même pas parce que mon argent ne l'est pas. How these niggas some one-track minding. J'aime beaucoup cette expression, le one-track minding. L'opposé de l'open minding. Ne pas avoir l'esprit ouvert, mais avoir l'esprit one-track. Marcus dirait unidimensionnel. Comment se fait-il que les gens qui sont autour de moi sont one-track minded? Elle est double. Elle dénonce une forme de normalité. Une normalité qui fait qu'on ne voit qu'une seule chose, elle la dénonce tout en l'incarnant. Elle incarne une sorte de normalité paroxystique qui implose. C'est l'implosion d'une normalité à la fois qui fait de l'argent la seule rançon existentielle. C'est ce que disait Tocqueville. L'argent, c'est ce qui caractérise ce but normalisateur du bien matériel extrême. J'ai plus d'argent que toi, donc je vaux plus que toi. Le fake et le monster se rejoignent, et c'est presque ça la normalisation aujourd'hui, cette schizophrénie qui fait que le profit va tuer l'amour. Leur monstruosité réside dans une abolition totale de l'affect. Aussi bien la bimbo que le vampire n'ont pas d'affect. Nous avons les figures extrêmes, celles qui se conforment à ce qu'on veut, c'est-à-dire une femme consommable, la bimbo Barbie. C'est très guerrier comme prose, mais tout d'un coup, quand la Barbie se met à parler, vous avez une petite voix sucrée de japonaise de série manga. Elle prend la voix vraiment sucrée de celle qui a la disposition et qui regarde à gauche, à droite, parce qu'elle incarne la proie absolue. Et torturée dans le clip par le prédateur absolu qu'est le vampire. On croit qu'on joue avec la marge, alors qu'on joue avec une marge qui est totalement récupérée, comme dénonce Joe Star, c'est-à-dire une marge qui fait partie de, je dirais, la frontière à ne pas dépasser. Vous ne pouvez pas faire plus fort que Nicki Minaj sur ses clips, et en bimbo, et en vampire. Quelque part, ça nous dissuade de toute transgression. Ça nous enferme dans une normalité indépassable, puisque même des rappeurs qui, quand même, doivent correspondre à une certaine marginalité, ne cherchent pas une alternative au système, mais sont dans le système au plus haut point, au point de non-transgression. Il faut savoir que Nicki Minaj invente un style qui vient justement de Shibuya. Le Harajuku, c'est un quartier de Shibuya au Japon, quartier de la mode, où toutes les excentricités sont permises le week-end. Parce que la semaine, les jeunes travaillent en uniforme au Japon, et donc on se lâche, comme je disais, à l'extrême de la normalisation qu'on subit la semaine. Où vous avez des looks punk, cybernétiques. Nicki Minaj ne fait que s'inspirer dans ses parures excentriques du Harajuku, auquel elle ajoute, pour créer son propre style,
le Harajuku Barbie. Excentricité bonbon rose. Une sorte de garde-robe à la fois objet de convoitise, reliant à l'enfance, et finalement, dans le côté monstrueux, pour reprendre le monstre, sexualisant l'enfance à l'extrême. Ce qui est absolument effrayant. Nous voyons des tentatives plus ou moins désespérées de dénormalisation. Voilà le mot qui va nous intéresser pour terminer. Cette puissance active comme une sorte de quête initiatique pour retrouver notre âme, qu'on peut appeler la dénormalisation, un processus. Que les lycéennes du Japon ne s'habillent pas comme ça parce qu'elles éprouvent cette excentricité extrême, mais au contraire qu'elles essaient de retrouver le souffle. J'insiste sur cette idée de respiration dans la normalisation. La dénormalisation, c'est retrouver un souffle authentique, son propre souffle, son propre soi. Nous avons une normalité qui absorbe toute la marge et qui se focalise en un point de plus en plus étroit. De plus en plus étroit. Être normal, ça nous offre une très faible marge de manœuvre. Tout est codé et la marge disparaît. Nous sommes dans l'effectif. Effectivement, du point de vue matériel, constatable, la normalité, ce sont des comportements. Dans l'affectif, nous avons exactement l'inverse. Une sorte de résistance vitale qui consiste à éclater vers la marge. Plus je joue le jeu du mannequin plastique qui se normalise, plus dans mon monde intérieur et dans mes pratiques les plus intimes, je vais essayer de trouver des voies de dénormalisation. Comment faire que l'affectif puisse surgir dans l'effectif et l'effectif puisse colorer l'affectif. Cette harmonisation nécessite une désobéissance par rapport à la normalité. Ce que j'appelle un clash désobéissant. Mais peut-être qu'on aurait besoin de sortir de la marginalité exhibitionniste et de cultiver une certaine forme de secret. C'est-à-dire une certaine forme de non-médiatisation. La médiatisation, on pourrait la définir comme ça, c'est la puissance récupératrice de la normalisation. À partir du moment où il y a une médiatisation, il y a assignation à un comportement, et il y a une dépendance des caméras, une dépendance du système qui vous rétribue pour être vendu au système, et c'est ce qu'on appelle la récupération. Et là, je plaide plutôt vers un philosophe qui a inspiré quand même le mouvement, je dirais, alternatif, avec sa notion de TAZ, TAZ, les zones temporaires autonomes, avec Akimbe, Peter Lamborn Wilson, de son vrai nom. Nous avons cette idée d'une insurrection secrète, et c'est ça qui va m'intéresser. Une insurrection par rapport à la normalité, tout en réservant le secret. Le secret, le jeu, le temps libre qu'on s'approprie dans un espace qu'on cherche à rendre convivial. C'est-à-dire à l'opposé de ce que Tocqueville nous disait, les individus sont isolés, sont atomisés. Recréer de la convivialité festive secrète et certainement pas médiatisable. Et ça parle de banquet, de jouissance, de tout ce qui peut être illégal. Et évidemment, il s'adresse d'abord à ceux qui ont une jouissance qui nécessite une anormalité ou qui est étiquetée comme une anormalité. Les cannabinophiles, les hérétiques sexuels, les excentricités, les nudistes, les païens, les artistes post-avant-gardistes, etc. Dans L'Art du chaos, qui est sorti en l'an 2000, sous-titré « Stratégie du plaisir subversif ». Voilà ce qu'il dit pour le secret à Akimbe. Aujourd'hui, tout ce qui échappe au regard stupide de la publicité est déjà presque secret. La plupart des individus semblent aujourd'hui incapables de croire à la réalité de ce qu'ils n'ont jamais vu à la télé. Par conséquent, échapper au regard des médias audiovisuels, c'est déjà devenir quasi invisible. Objectif secret de la convivialité, c'est la communauté festive. Je le cite, « Le simple fait de se rencontrer face à face est déjà un acte de défi et de combat à l'encontre des forces qui nous oppressent par l'isolement et la solitude, par la frénésie hypnotique des médias. » La société nous oppresse précisément parce qu'il y a une séparation schizophrénique entre le travail d'un côté et le loisir de l'autre. Et toute la question de la dénormalisation repose sur ces deux termes devenus antinomiques. Constituer, dit-il, des groupes d'amis stimulant la créativité des autres. Il appelle ça un anarchisme ontologique. J'aime beaucoup cette expression. Non pas un anarchisme de façade, récupérable, récupéré par la normalisation, mais un anarchisme de l'être ontos, ontologique. On n'est même pas dans l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir. On est dans l'autologie, on est presque dans une sorte de métaphysique de l'être. C'est ce qu'il appelle l'immédiatisme. Dans l'immédiatisme, vous avez un refus des médias.
toute médiatisation vise à récupérer. L'immédiatisme, c'est sortir de tout ce qui est médiatisation, c'est-à-dire être soi-même l'interlocuteur de l'autre. Voilà pourquoi l'hymne au face-à-face. Dans le face-à-face, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'écran. Constituer des groupes d'amis stimulant la créativité des autres grossirait dans un réseau horizontal de groupes autonomes. On est à l'opposé de la gestion. La liberté est un talent psychocinétique. Ça tourne, c'est l'âme qui tourne, ça circule. Un processus, non un état. Un mouvement, non une forme de maintien de l'ordre. Il préconise le terrorisme poétique, le sabotage artistique, le nomadisme, l'insurrection, l'imagination, le désir, la poésie, la vie, le chaos, le présent. Activité de groupe auto-organisée. La créativité gratuite et l'échange de dons provoqueront le dépérissement de l'art en tant que production de marchandises. L'art comme garant de la normalisation. C'est ce que Baudelaire disait en disant « rien de plus dangereux que l'art bourgeois ». À la fois fait par des bourgeois et puis surtout apprécié par les bourgeois, parce que c'est un art normalisateur. Le but, c'est sortir, dit-il, du cycle « travailler, consommer, mourir ». Nous avons affaire en fait à un hymne de la fête anormalisatrice, dénormalisante. Dériver, vivre, créer, une sorte de quête permanente de l'excessif et de l'étrange. L'excessif et l'étrange, donc la normale, sont finalement les normes qui vont être vantées. Excessif parce que ça déborde la possibilité de récupération, la possibilité même d'entendement, on n'en fait jamais le tour. Étrange parce que ça va complètement à l'encontre du connu, une sorte de quête de l'inconnu qui plairait à beaucoup de poètes, mais un inconnu qui est co-créé, créé collectivement, qui ne vient pas d'ailleurs, qui n'est pas objet de consommation, mais qui est objet de création collective. Le pouvoir doit être pour nous, dit-il, et pas pour une saloperie de parti d'avant-garde. Comment se dénormaliser? Nous avons un écrivain britannique, Colin Brown. C'est un écrivain qui écrit des livres de voyage, magnifiques récits de voyage, et qui dit qu'il n'y a pas besoin de mettre du fantastique ou de l'inconnu dans les récits de voyage. Les gens sont tellement exceptionnels que simplement relater le voyage est déjà quelque chose d'absolument non normal. Pas besoin de surajouter. Alors, Colin Brown est interviewé en 2008 et il nous fait l'apologie du voyage comme puissance dénormalisante. Seulement, il pose une condition à cela. C'est exactement la même condition que Victor Ségalen, le grand voyageur, l'exote, qui nous dit surtout voyage seul. Voilà comment il argumente cette idée de solitude. À deux, on ne se dénormalise pas. À deux, c'est de l'exotisme. On prend une petite bouffée de loisir dans un temps consacré au travail. Dès qu'on est seul, ontologiquement, il se passe quelque chose, la donne a changé. Si je voyageais avec un ami français, malgré notre différence de nationalité, nous resterions enfermés dans une bulle d'européanité, avec le risque de trouver les autres bizarres ou risibles. Mais si je voyage seul, c'est moi qui suis bizarre aux yeux des autres, ce qui me force à comprendre plus vite où je me trouve. La sensibilité exacerbée, dit-il, de ma propre singularité, de ma propre vulnérabilité, me permet de faire l'effort nécessaire pour comprendre la culture de l'autre. Dans ces conditions, le normal, le compréhensible, c'est ce qui m'entoure. Le Futsu devient l'autre. Et je deviens le Harajuku, la bête, le monstre, la chose exotique, et je me rends compte moi-même de cette propre créativité qui m'anime dans le voyage. La différence, c'est moi qui l'incarne. Nous sommes partis du constat du piège de la normalité. Une normalité qui se pose comme un état descriptif, une moyenne statistique, et qui veut, aidé par une société qui utilise cette ambiguïté jusqu'à notre président, qui veut que cette moyenne statistique devienne la norme au sens de valeur idéale.
Nous avons analysé avec Tocqueville que c'est précisément le risque des sociétés démocratiques que de tomber dans le piège de la normalité et de produire au bout du compte des individus qui vendent leur liberté sur l'autel du bien-être, je dirais, consommable, avec une atomisation de la société dont nous souffrons aujourd'hui. À cela, nous pouvons opposer le mouvement un peu, je dirais, véhément de certaines créations artistiques ou existentielles qui poussent à l'extrême la normalité dans le but de la faire éclater. Nous en doutons. Nous doutons vraiment que Nicki Minaj ou des formes récupérables d'extrémisme et de marginalité puissent remettre en question la nature même du système. Nous pouvons opposer ça à des actes militants de construction de communautés où les individus dénormalisent les uns les autres dans une convivialité festive et plutôt secrète, c'est-à-dire immédiate. Mais si on a moins d'élan et moins d'ardeur, nous pouvons essayer de comprendre que l'activité de dénormalisation à laquelle nous sommes invités aujourd'hui peut passer par l'idée d'un voyage seul. Moi, j'aimerais étendre la notion de singularité à cette notion de voyage seul. C'est pas simplement sortir des frontières du connu et sortir d'une société. Ce voyage seul peut s'exercer dans un regard neuf et voyageant que l'on porte sur le monde qui nous entoure, y compris le monde qui nous est le plus familier. Vous pouvez être invité à voyager seul en prenant le métro, à voyager seul lorsqu'on va rencontrer des nouvelles personnes, lorsque vous prenez conscience de vous-même. C'est précisément cette puissance de décentrement qui est à l'origine de la philosophie. La capacité de réfléchir sur soi, comme le vilain petit canard peut réfléchir sur lui en un éclair lorsque, couvert de honte, voulant cacher son visage lui apparaît dans l'eau et qu'il prend conscience que cette quête de normalité qu'il avait était en fait une quête de dénormalisation. Le bonheur comme puissance de dénormalisation. Être heureux, c'est précisément être singulier et faire l'expérience de sa singularité voyageante, seul, c'est-à-dire buvant le monde, digérant le monde, s'imbibant du monde à partir d'un point de vue qui est le point de vue de l'affect. Alors, bien sûr, il y a des risques à cela, mais il y a ce philosophe Canguilhem dont je parlais au début, qui nous a redéfini, dans le normal et le pathologique, la notion de normalité. Le coup d'état de ce livre, c'est qu'il définit la normalité comme la capacité à se dénormaliser et à se renormaliser, à inventer soi-même sa propre norme. Au bout du compte, il définit la normalité au niveau de la maladie comme la puissance de se modifier. Il identifie la normalité et l'automodification. Être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. C'est un luxe biologique. Il parle de l'instinct de conservation qui justifie toutes les normalisations. Cet instinct n'est pas, selon lui et selon moi, la loi générale de la vie, mais la loi d'une vie rétractée. L'organisme sain cherche moins à se maintenir dans son état et son milieu présent qu'à réaliser sa nature. Or, cela exige que l'organisme, en affrontant des risques, accepte l'éventualité des réactions catastrophiques. L'homme sain ne se dérobe pas devant les problèmes que lui posent les bouleversements parfois subis de ses attitudes, de ses habitudes, même physiologiquement parlant. L'homme sain mesure sa santé à sa capacité de surmonter les crises organiques pour instaurer un nouvel ordre. On pourrait d'ailleurs parler de normalité vivante, cette puissance autocréatrice d'imposer ces nouvelles règles, et ça rejoint le surhomme nietzschéen, l'homme artiste capable de créer ses propres valeurs. Ça engage sur des vues politiques, existentielles et artistiques. Je vous remercie. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.